Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lise Gauvin. Je suis responsable du Carrefour de l'innovation et d'évaluation en santé au Centre de recherche du CHUM. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'animer un séminaire de recrutement qui nous est offert par Madame Marie-Pierre Cyr. Elle est stagiaire postdoctorale et boursière du programme de bourse postdoctorale Banting et elle est à l'Université of Queensland en Australie. Et elle va nous parler de son programme de recherche et j'en dirai pas plus long parce qu'elle va nous parler aussi de son cheminement. Et on espère, par le biais de cette présentation-là, qu'il y a des collaborations fructueuses qui pourraient s'en suivre. Alors, sans plus tarder, Marie-Pierre, je vais te céder la parole. Merci, Lise. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis Marie-Pierre Cyr. Je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui en direct de l'Australie. Je vous remercie pour votre présence et pour votre intérêt envers la douleur pelvienne chronique. Je suis informée que les cliniciens et chercheurs ne pouvaient malheureusement pas se libérer ce matin au Québec, alors je suis reconnaissante que cette présentation soit enregistrée pour leur permettre de regarder la présentation à un autre moment. Je tiens à reconnaître les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles je suis pour vous parler leur rôle de gardiens de ces terres. Je rends hommage à leurs ancêtres et à leurs descendants qui perpétuent les liens culturels et spirituels envers la terre. Je reconnais leur précieuse contribution à la société australienne et mondiale. Donc, je suis contente d'être avec vous pour discuter de l'état des connaissances actuelles concernant la douleur pelvienne chronique. Le but aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue sur cette problématique que vous allez voir est plutôt complexe. On requiert l'expertise de plusieurs acteurs, non seulement des personnes chercheuses, mais aussi des personnes cliniciennes de différentes disciplines et personnes patientes pour mieux la comprendre et la traiter. Et je vais passer par mes travaux et la littérature pour vous présenter des méthodes qui peuvent être utilisées. Et je vais également aborder les interventions de physiothérapie comme option thérapeutique qui méritent notre considération. Et je vais terminer sur une proposition de programmation de recherche que j'aimerais entreprendre en collaboration avec des équipes du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et son centre de recherche. Et je suis réjouie de voir certaines de ces personnes en ligne déjà. Donc, la douleur pelvienne chronique ou persistante est perçue au niveau des structures pelviennes depuis plus de 3 mois. La douleur pelvienne est un terme générique qui désigne des problématiques qui peuvent être associées ou non à une pathologie définie, une maladie ou un événement, par exemple le cancer. La douleur pelvienne chronique affecte jusqu'à 40 des femmes ou personnes de sexe féminin et peut affecter jusqu'à 16 des hommes ou personnes de sexe masculin. En Australie comme au Canada, il y a une forte direction à favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion. Pour simplifier la présentation, je vais employer les termes femmes et hommes, mais je réfère ici aux personnes de sexe féminin ou de sexe masculin. La douleur pelvienne chronique peut mener à une détresse psychologique et est associée à une dysfonction sexuelle qui peut comprendre une baisse du désir, de l'excitation, de l'orgasme et de la lubrification. Et évidemment, il y a des impacts négatifs sur la satisfaction sexuelle de la personne et aussi sur la relation avec leur partenaire. La douleur pelvienne chronique impose un fardeau économique considérable au système de santé en raison des coûts liés aux consultations, aux diagnostics et aussi aux traitements. Et en plus des coûts médicaux directs, elle entraîne des coûts indirects, notamment la perte de productivité due à l'absentéisme et au présentéisme. C'est quelque chose qui est documenté dans la littérature. La qualité de vie des personnes est atteinte, en est affectée et ça ajoute également un coût social non négligeable en raison de la diminution de leur participation active dans la société. Donc, vous pouvez voir ici l'ensemble des conséquences. Ça souligne l'importance d'une prise en charge plus efficace et ciblée. Moi, le corps m'a toujours fascinée et je savais à un très jeune âge que je voulais travailler en santé. Et je me suis rapidement intéressée à la santé des femmes et à la recherche lorsque j'étais étudiante dans le programme de maîtrise en physiothérapie à l'Université de Sherbrooke. J'ai réalisé 3 stages de recherche dans le laboratoire de recherche de professeur Mélanie Morin. Vous pouvez voir ici sur la photo, c'est une photo qui date de 2012, ça fait 12 ans déjà. J'ai contribué à un projet qui a permis de mieux comprendre les conséquences
conséquence d'une blessure musculo-squelettique liée à l'accouchement par voie vaginale, mais j'ai aussi contribué à des projets de validation et d'évaluation de la fidélité d'instruments de mesure auprès d'une population atteinte de vestibulodynie provoquée, soit un type de douleur pelvienne chronique. J'aimerais seulement glisser en quelques mots pour que vous sachiez un peu c'était quoi ces travaux-là. Donc, l'algomètre était l'un de ces instruments. L'algométrie, ça permet d'évaluer les seuils de douleur et de tolérance à la pression. La méthode consiste à appliquer graduellement une pression progressive sur la peau et on cherche à évaluer le seuil de douleur et le seuil de tolérance. Seuil de douleur, ça correspond à l'intensité à laquelle la stimulation devient douloureuse. Donc, ça peut correspondre à une cote de 1 sur l'échelle de 0 à 10. Et on peut aussi mesurer le seuil de tolérance. Ça indique le niveau maximal de douleur qu'une personne peut supporter. Donc, ça représente le 10 sur 10. Ces mesures-là sont beaucoup utiles pour comprendre la sensibilité à la douleur et l'adaptation du système nerveux aux stimulations nociceptives. Grosso modo, le projet a démontré la validité convergente et la fidélité test-retest de l'algomètre qui a été développé pour évaluer ces seuils-là à la pression à l'entrée vaginale. Il y a des technologies laser qui servent à mesurer la circulation sanguine. C'est un projet qui a visé à évaluer la fidélité test-retest et aussi la validité convergente entre deux types de techniques laser. Pourquoi est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant en lien avec la douleur? Eh bien, la circulation sanguine, ça vient jouer un rôle fondamental dans le maintien de l'intégrité des tissus. Et si on pense à des processus inflammatoires ou des processus ischémiques qui peuvent être impliqués dans la douleur, alors là, c'est intéressant d'avoir un instrument de mesure qui nous permet de les mesurer. Donc, vous pouvez voir, ces expériences de recherche-là ont nourri une passion pour la découverte scientifique de mon côté. Ça m'a poussé à vouloir compléter une maîtrise et un doctorat en recherche sous la supervision de professeur Mélanie Morin et professeur Chantal Dumoulin à l'Université de Sherbrooke. Et je me suis intéressée à la douleur pelvienne chronique liée au cancer gynécologique, puisqu'il s'agit du deuxième cancer le plus prévalent dans le monde chez les femmes après le cancer du sein, évidemment, si on rassemble tous les cancers gynécologiques ensemble. Les femmes diagnostiquées peuvent recevoir une chirurgie, des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie qui semblent les rendre plus à risque de développer des problématiques pelvipérinéales comme la douleur des relations sexuelles. Et malheureusement, à l'époque, les traitements et leur efficacité étaient limités. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé en faisant quelques projets dans ce domaine et les projets se sont réalisés en multicentrique, c'est-à-dire à Sherbrooke et à Montréal. Donc, dans un premier temps, le but a été de déterminer si des altérations de la morphométrie et la fonction des muscles du plancher pelvien contribuent à la douleur chez cette population. Donc, nous avons réalisé une étude comparative descriptive et j'ai notamment utilisé l'échographie transpérinéale et la dynamométrie. Et les résultats ont révélé un tonus élevé et un faible contrôle de la musculature du plancher pelvien chez les femmes avec douleur. Et c'était pour nous des cibles thérapeutiques potentielles pour réduire la douleur chez cette population-là. Mais on peut se demander, est-ce que les muscles du plancher pelvien contribuent réellement à la douleur au sens large? Eh bien, il y a deux revues systématiques qui se sont posées la question. Ils se sont posés la question par rapport à la relation entre la douleur et le tonus des muscles. Le tonus des muscles, c'est vraiment l'activité au repos des muscles du plancher pelvien, mais aussi la composante passive des muscles. Et les études, évidemment, je tiens à le souligner, n'ont pas inclus la douleur dans un contexte oncologique. Donc, la première revue, qui a inclus des études comparatives, a révélé que généralement, comparativement aux femmes sans douleur, les femmes avec douleur pelvienne présentent une activité électrique des muscles du plancher pelvien élevée, une résistance à l'étirement des tissus pelviens élevée, un plus petit diamètre antéro-postérieur du hiatus urogénital qui a été évalué à l'échographie, une raideur élevée et une flexibilité moindre des muscles du plancher pelvien, le tout indiquant un tonus plus élevé en présence de douleur. Mais on peut se poser la question, est-ce que cette relation-là est vraiment linéaire? Et c'est ce que la deuxième revue s'est posée comme question. Et les conclusions sont que la présence de douleur est significativement associée à une augmentation du tonus des muscles du plancher pelvien évaluée par palpation digitale seulement, à l'exception d'une mesure dynamométrique, mais cette association-là, elle est faible. Donc, pour nous, on se pose des questions parce que ce n'est pas exactement les résultats auxquels on s'attendait.
Mais il faut considérer les caractéristiques des instruments de mesure qui sont utilisés en recherche et même parfois en clinique. Donc, il y a plusieurs instruments qui sont disponibles et ils mesurent différents construits des muscles du plancher pelvien et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Mais je tiens à souligner ici, par rapport à la palpation, c'est un instrument qui est beaucoup utilisé en clinique et on peut comprendre, hein, il s'agit d'un outil très abordable et accessible. Le problème, c'est qu'en recherche, c'est un instrument très critiqué par sa subjectivité et on désire vraiment une mesure objective. Donc, ça va être ce genre d'instrument-là de mesure qu'on va prioriser. Donc, pour obtenir une mesure objective du tonus ou des propriétés contractiles des muscles du plancher pelvien, on peut penser à utiliser la dynamométrie, la manométrie, l'électromyographie, l'IRM, l'échographie et aussi l'élastographie par onde de cisaillement. À présent, lorsque les données scientifiques nous indiquent une relation entre la douleur pelvienne et le tonus des muscles du plancher pelvien grâce à la palpation digitale seulement, eh bien, on peut se questionner, est-ce qu'il y a vraiment cette relation linéaire-là? Euh, et un fait intéressant, cette revue-là a paru, et ça provient du laboratoire où est-ce que je suis en Australie. La revue systématique a conclu que le tonus et les problématiques pelvipérinéales, comme la douleur pelvienne, les preuves, les preuves qui regardent l'association entre ces deux-là sont non concluantes en raison de problèmes d'outils de mesure et de conception d'études. Donc, ça vient seulement démontrer qu'on a davantage besoin d'études et des instruments de mesure de qualité pour vraiment aller évaluer cette association-là. Et cette revue, je tiens à vous voyez un peu en gras, ça l'a aussi permis de mettre en évidence ce que j'ai remarqué avant le début de mon postdoctorat, la majorité des données disponibles concernent les femmes et non les hommes. Et moi, j'ai complété le microprogramme en rééducation périnéale et pelvienne à l'Université de Montréal. Et lorsque je pratiquais à une clinique privée à titre de physiothérapeute, j'ai constaté l'état limité des connaissances dans le domaine de la santé des hommes. Pour être complètement transparente, je me suis sentie peu informée, peu outillée. Et j'entendais aussi que je n'étais pas la seule à me sentir comme ça. C'est pourquoi j'ai mis le cap vers l'Australie pour travailler avec le professeur Paul Hodge. C'est le seul chef de file mondial en physiothérapie qui s'intéresse à la santé des hommes, en particulier l'incontinence urinaire après la prostatectomie. Et il est une sommité internationale en ce qui a trait à la réadaptation, la douleur et le contrôle moteur. J'ai rejoint son laboratoire pour contribuer à l'avancement des connaissances chez les hommes, mais surtout pour ajouter des flèches à mon arc en termes de nouvelles connaissances et techniques méthodologiques qui sont transférables aux femmes. Et je suis constamment exposée à d'autres manières de penser et de fonctionner. Alors, c'est très enrichissant. Donc, d'un niveau conceptuel, d'abord, je me suis intéressée au système de classification de douleurs pelviennes chez les hommes parce que j'ai désiré comprendre comment cette problématique est vue, perçue par les communautés scientifiques et cliniciennes, parce que notre perception façonne un peu ce que l'on voit et ce qu'on décide de faire. Donc, notre revue systématique a identifié 22 systèmes de classification, donc c'est beaucoup. Et ils ont différents objectifs, que ce soit pour aider au diagnostic ou pour aider à identifier des mécanismes sous-jacents ou pour aider le choix du traitement. Or, une observation, c'est que la plupart, sinon même la majorité, euh, on ignore si leur utilisation améliore la condition des hommes avec douleur. On a besoin de plus d'études par rapport à ça. Mais une observation qui est sans surprise est que les facteurs liés aux muscles du plancher pelvien étaient presque absents de ces systèmes-là. Mais il faut reconnaître que la douleur pelvienne chronique chez les hommes a été longtemps associée à une problématique de la prostate, mais c'est une perspective qui provenait de la communauté des urologues parce que c'était ces spécialistes-là que les hommes allaient consulter en premier. Mais avec le temps, il y a d'autres experts qui se sont prononcés, qui ont commencé à s'engager dans la discussion et d'autres facteurs ont émergé de ces interactions-là, comme les muscles du plancher pelvien. Quelque chose à considérer.
Donc, moi, dans mon post-doctorat, je me suis intéressée à l'évaluation des muscles du plancher pelvien chez les hommes et au contrôle moteur. On utilise plusieurs techniques d'évaluation en Australie et j'aimerais vous présenter ces techniques-là afin que vous puissiez apprécier les informations qu'elles fournissent et ça va servir à alimenter les idées, à savoir comment on peut les exploiter en clinique et aussi comment est-ce qu'on peut les utiliser pour répondre à des questions de recherche spécifiques. Donc, parmi les techniques d'évaluation qu'on utilise au laboratoire en Australie, il y a l'échographie transpérinéale. Ça permet de prendre des mesures morphométriques du plancher pelvien. On peut obtenir de l'information quant à la position des organes pelviens et aussi à la fonction des muscles du plancher pelvien. Alors là, on parle de mesures spécifiques lorsque les muscles sont au repos, lorsqu'on demande aux personnes de contracter les muscles du plancher pelvien ou lorsqu'on leur demande de performer une manœuvre de Valsalva ou autre test fonctionnel comme une toux. J'ai réinséré ici une vidéo pour vous montrer ce que l'on voit chez l'homme et chez la femme, mais un petit avertissement ici, là, j'ai essayé de délimiter sur l'image ce qu'on voit, mais vous allez voir qu'avec le mouvement à la contraction, les structures vont changer de place. Euh, et en Australie, intéressamment, un fait intéressant, c'est que l'échographie, c'est beaucoup utilisé en milieu clinique, en physiothérapie. C'est presque l'appareil numéro un des personnes cliniciennes pour la rétroaction biologique suivie de l'électromyographie. L'avantage, c'est que c'est un outil non évasif, pas besoin d'introduire un instrument dans une cavité. C'est quelque chose qui est plutôt fréquent et j'entends même parler comme la communauté internationale lorsque je vais dans des conférences, oh l'échographie, oh l'échographie, oh l'échographie, c'est là où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est bon de pouvoir le souligner. Nous avons commencé à utiliser l'échographie dans d'autres positions dans le laboratoire pour répondre à des questions spécifiques parce que la position traditionnelle, c'est la position couchée en décubitus dorsal. J'ai eu l'opportunité de participer à la supervision d'une étudiante au doctorat en Australie qui a travaillé sur des projets liés au changement de la morphométrie chez les femmes, en passant de la position couchée à la position debout, chez des femmes avec prolapsus pelvien et aussi des femmes qui soulèvent des poids lourds comme activité d'entraînement. Donc, ici, on essaie un petit peu d'utiliser des techniques pour répondre à des questions spécifiques. Et pour des femmes qui ont justement un prolapsus pelvien, on peut se dire qu'avec la gravité, il y a, il y a la direction du transfert de la gravité qui change sur les structures. Et bien sûr, il y a une certaine augmentation de la pression intra-abdominale qui peut influencer les structures pelviennes. Donc, c'est des choses à considérer. Comme autre technique, il y a l'élastographie par ondes cisaillement. C'est une technique d'imagerie qui mesure la dureté, l'élasticité des tissus en envoyant des ondes mécaniques. C'est particulièrement utilisé pour détecter des anomalies comme les fibroses et les tumeurs. Et récemment, c'est une technique qui a été appliquée en recherche pour évaluer certains muscles du plancher pelvien. Et encore là, j'ai inséré des vidéos pour que vous puissiez voir ce qui se passe du repos à la contraction. Et vous allez voir qu'il va y avoir un changement de couleur sur l'échelle. Donc, la couleur bleu foncé, ça représente peu de rigidité, alors qu'une couleur plus vive, là, qui tend vers le rouge, indique plus de rigidité. Mais évidemment, ici, on parle d'une contraction, mais c'est possible qu'on ne va pas aller dans le rouge complètement. C'est des mesures que l'on peut, que l'on peut voir. Il y a des données chez les femmes qui ont été publiées récemment. Il commence à y avoir des données chez les hommes qui proviennent de notre laboratoire. Si vous me posez la question par rapport à c'est quoi l'application clinique de l'élastographie, je vous dirais que je pense que ça demeure un défi parce que la mesure, elle est influencée par de multiples facteurs. Par exemple, la manière dont on positionne la sonde. Il y a aussi l'entraînement ou la formation de la personne qui exécute cette méthode d'évaluation-là à considérer. Donc, il y a peut-être d'autres instruments de mesure que celle-là en clinique que l'on pourrait utiliser si c'est cette variable-là qui nous intéresse vraiment. L'électromyographie permet d'évaluer l'activité électrique des muscles. Pour les muscles du plancher pelvien, on peut utiliser des électrodes de surface, donc sur la peau, sur le périnée, ou alors dans la cavité vaginale ou anorectale.
À l'écran, vous voyez une sonde typique qui est utilisée en clinique en physiothérapie. L'électromyographie, comme j'ai mentionné, je pense précédemment, c'est un moyen non seulement d'évaluation de l'activité électrique, mais c'est aussi un moyen de rétroaction biologique pour que la personne patiente puisse voir l'activité de ses muscles et se servir de cette information-là pour suivre nos indications lorsqu'on leur demande de relaxer ou de contracter les muscles du plancher pelvien, par exemple. Dans le laboratoire en Australie, on a considéré les limites de ce type d'électrode. Et la majeure, c'est qu'elle ne peut pas distinguer les signaux provenant du muscle droit versus du muscle gauche. Elle enregistre l'activité globale qui provient de plusieurs muscles. Et en recherche, évidemment, il faut être très précis. Et alors, on a innové dans le laboratoire. Donc, vous pouvez voir ici le dernier prototype qu'on est arrivé avec l'électrode que j'ai conçu avec l'équipe. Et le but, c'est vraiment d'évaluer l'activité des muscles du plancher pelvien chez les hommes. C'est une électrode qui a été développée pour la cavité anorectale. Donc, vous pouvez voir ici à l'écran, il s'agit d'un cathéter muni de 2 électrodes, une à droite et une à gauche. Et vous pouvez voir qu'il y a un espacement possible entre les électrodes au niveau, ces électrodes-là sont mises là pour mesurer l'activité au niveau du muscle puborectal. Et cet espacement-là est possible grâce au ballonnet et ça nous permet d'avoir une mesure plus précise des muscles du plancher pelvien gauche versus droite. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque les électrodes sont collées, on est capable de voir l'activité du côté droit et du côté gauche. On n'est pas capable de distinguer l'information d'où est-ce qu'elle vient, alors que cette séparation-là, ça aide à limiter ce qu'on appelle le phénomène crosstalk en électromyographie. Donc, vous pouvez comprendre la conception, la fabrication, les tests, ça a été une expérience, ça a été un défi, mais une expérience enrichissante. Mais c'est important d'arriver à cette finalité-là. Et je tiens juste à partager la découverte fortuite qu'on a faite en utilisant l'électrode, parce qu'il peut y avoir des implications cliniques et pour la recherche. Donc, il semble qu'on ne capture pas seulement l'activité des muscles striés, mais on capture aussi l'activité des muscles lisses lorsque les électrodes sont localisées soit dans la cavité vaginale ou dans la cavité anorectale. C'est quelque chose qu'on a observé dans nos études chez les hommes et chez les femmes au laboratoire. Euh, avec ce constat-là, ça nous amène à questionner la contribution des muscles striés versus des muscles lisses dans les données électromyographiques publiées dans les études que j'ai présentées plus tôt dans la présentation. Comme vous pouvez voir ici à l'écran, l'activité des muscles change brutalement le rendu qu'on interprète habituellement comme provenant des muscles striés du plancher pelvien. L'activité des muscles lisses est une activité qui se passe de manière spontanée et c'est plutôt lent par rapport à l'activité des muscles striés. C'est comme ça qu'on est capable de les voir finalement dans l'enregistrement brut. L'idée, c'est que lorsqu'on est en clinique, on a tendance à voir seulement le rendu, l'information qui est déjà traitée par un programme. Et alors là, ça nous sonne des cloches de «Oh, il y a peut-être des implications dans l'interprétation ici» et c'est important de les mentionner, de les considérer parce que c'est possible que l'activité que l'on voit, ça ne provient pas des muscles du plancher pelvien, ça provient de d'autres structures. Donc, évidemment, il s'agit d'un terrain où est-ce qu'on n'a quasiment aucune réponse, mais on continue à collecter des données actuellement dans le laboratoire, à savoir si c'est un phénomène que l'on voit régulièrement ou non et si c'est influencé par d'autres facteurs. Bref, l'électrode, ça m'amène à vous parler de la stimulation magnétique transcrânienne parce que ça va avec mon objectif de mieux comprendre le contrôle moteur. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique non invasive qui permet d'évaluer l'extabilité du cortex moteur, la région du cerveau qui est responsable de l'activation de nos muscles. Elle fonctionne en appliquant un champ magnétique là, à l'aide d'une bobine sur le cuir chevelu pour induire des courants électriques dans le cerveau qui va stimuler les neurones moteurs. Ça permet de mesurer l'activité, la fonction du cortex moteur en réponse à cette stimulation-là. Et l'électrode, c'est la raison pour laquelle c'était très important d'arriver à ce résultat-là. Dans le contexte de la douleur chronique, ces techniques-là peuvent montrer des altérations de l'extabilité corticale qui sont souvent associées à des modifications des voies sensorielles et motrices en réponse à la douleur prolongée.
Donc, en gros, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique qui nous donne un aperçu unique des mécanismes cérébraux sous-jacents à la douleur et au contrôle moteur, et ça peut nous ouvrir la voie à des interventions cliniques plus ciblées, par exemple certains exercices. Donc, pour savoir où nous sommes dans l'espace avec la bobine, parce qu'on peut bien stimuler n'importe où, on utilise un programme pour nous aider dans la localisation et j'ai mis ici un enregistrement pour que vous puissiez voir l'effet d'une stimulation qui vient provoquer ce qu'on appelle un potentiel évoqué moteur. L'enregistrement est 10 fois plus lent que la vitesse normale, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on voit et de ce qu'on analyse. Vous pouvez voir qu'il y a 4 lignes. Et les 2 premières lignes, ça regarde l'activité du muscle puborectal à droite et à gauche. Et en dessous, on voit aussi le sphincter anal externe. Donc ici, la personne participante maintient une contraction à environ 10 et on va envoyer la stimulation et vous pouvez voir qu'ici, qu'il y a un changement. On est capable de voir que l'information n'est pas pareille dans tous les canaux au niveau de l'amplitude, au niveau du moment où est-ce que ça démarre. Et voici ce qui se passe dans le temps, en temps réel. Ça se passe beaucoup plus vite. Et voilà. Donc, j'ai couvert, je sais, plusieurs mesures physiques liées au muscle du plancher pelvien qui sont envisageables pour mieux comprendre la douleur, les effets d'un traitement. Mais je tiens à souligner que ce n'est pas seulement ces seuls facteurs-là qu'il faut considérer. Il y a des facteurs de d'autres dimensions à considérer. Et le modèle biopsychosocial, pour moi, c'est une approche et pertinente parce qu'elle est intégrative elle considère la douleur non comme seulement un phénomène physiologique, mais aussi comme une expérience influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et mes projets de maîtrise et de doctorat m'ont permis d'avoir cette vision-là plus holistique de la douleur. Et le laboratoire en Australie m'a aussi ouvert les yeux sur d'autres facteurs qui peuvent interagir avec la douleur, comme le sommeil ou même l'alimentation, la consommation et même l'activité physique. Or, parfois, on a des mesures quantitatives pour aller collecter ces informations-là, mais parfois, ça ne suffit pas pour comprendre l'étendue des facteurs. Ça m'amène à vous parler de la méthode qualitative. Donc, un devis de recherche qualitative, ça nous permet d'aller chercher des informations essentielles qui sont difficilement mesurables avec des méthodes quantitatives pour comprendre les expériences des femmes, c'est pour vous donner un exemple, pour comprendre les expériences des femmes avec douleurs pelviennes chroniques à la suite des traitements oncologiques pour le cancer gynécologique. Dans le cadre de mon projet de doctorat, nous avons réalisé une étude qualitative et les résultats nous ont permis de comprendre du point de vue des femmes les causes de leur douleur, les conséquences et l'information qui influence leur décision quant à la prise en charge de leurs problématiques. Et pour moi, ce projet-là, ça m'a amené à une certaine conclusion personnelle que on peut en tirer, c'est que les personnes qui consultent en clinique nous arrivent avec une problématique et avec un bagage de connaissances, d'expériences, de croyances, d'attitudes. Et évidemment, ça va influencer leurs décisions, par exemple, leur décision à suivre nos propres conseils lorsqu'on est en clinique. Donc, ça amène à vous parler des interventions en physiothérapie comme option thérapeutique à considérer pour la douleur pelvienne chronique. Euh, Généralement, plusieurs modalités sont utilisées. On ne va pas seulement utiliser un appareil de rétroaction biologique et c'est fini. On va utiliser une combinaison de modalités comme des modules éducationnels, des techniques de thérapie manuelle, des exercices, des muscles du plancher pelvien avec rétroaction biologique, un programme d'exercice à domicile et évidemment en clinique, on peut comprendre que ce n'est pas nécessairement un suivi qui est standardisé. On va vraiment l'adapter aux besoins de la personne et de l'évaluation. Mais mon projet de doctorat, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. C'est puisqu'aucune étude n'avait examiné un traitement de physiothérapie pour la population oncogynécologique avec douleur pelvienne chronique, on a décidé de réaliser une étude pilote avec une équipe multidisciplinaire. Et l'étude pilote a inclus des méthodes mixtes pour évaluer la faisabilité, l'acceptabilité et aussi les effets préliminaires d'un traitement multimodal de physiothérapie. Il s'agissait pour nous, de manière standardisée, un traitement de 12 semaines et c'était il y avait un protocole de traitement écrit en recherche. Il faut permettre ce genre de standardisation-là.
à moins qu'on utilise un essai clinique que l'on dit pragmatique. Oui, je pense qu'il y a aussi d'autres termes pour décrire ce genre d'essai-là, qui permet de changer le protocole au fur et à mesure. Évidemment, le traitement que l'on a testé ont inclus différentes modalités que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Mais brièvement, pour vous résumer les résultats, le traitement s'est démontré faisable et acceptable auprès des participantes. Il y a eu des effets préliminaires que l'on a pu mesurer sur la douleur et sur différentes variables. Ça inclut les variables sexuelles, musculaires, psychologiques, euh, entre autres. Et ça m'amène à juste vous montrer cette diapositive-là que je trouve plutôt intéressante. C'est que dans le cadre de l'étude, on a décidé d'inclure un suivi 12 mois auprès des femmes pour savoir si les effets se sont maintenus dans le temps et on a aussi posé des questions dans le cadre d'une entrevue. Et vous pouvez voir ici, ça c'est le résultat d'une analyse thématique là, de toutes les transcriptions de ce qu'ils nous ont dit dans les entrevues. Et on peut voir que nos travaux ont permis d'illustrer la grandeur d'un impact multidimensionnel du traitement auprès de cette population-là. Et on a pu comprendre que l'adhérence, je veux dire l'adhésion, c'est le terme en français, l'adhésion a été clé pour elle pour justement percevoir ces effets-là. Et c'est un constat qui m'a amené à travailler avec une équipe en Australie parce qu'en voyant les effets multidimensionnels qu'un traitement en physiothérapie peut avoir, eh bien moi, je me suis posé la question, quels sont les effets multidimensionnels des différentes modalités de traitement chez la population gynéco-oncologique? Donc, on a réalisé une revue systématique pour aller voir les différentes modalités de traitement et si ces différentes modalités de traitement-là pouvaient améliorer différentes variables. Et les conclusions nous portent à croire que les thérapies combinées, donc comme un traitement de multimodal en physiothérapie, ça semble plus efficace lorsque les modalités sont utilisées ensemble que lorsque les modalités sont utilisées séparément sur plusieurs variables. Et il y a d'ailleurs une revue et méta-analyse récente qui s'est intéressée à l'efficacité des traitements conservateurs non pharmacologiques et non chirurgicaux chez les femmes sans antécédents de cancer ou pathologie diagnostiquée avec douleur pelvienne chronique. Et ils sont arrivés à une conclusion plutôt similaire. Ils ont conclu qu'un traitement multimodal de physiothérapie entraîne une intensité de douleur inférieure par rapport au traitement inerte ou non conservateur tant à court terme qu'à moyen terme, tandis que les interventions davantage psychologiques ou éducatives ont montré aucune différence dans l'intensité de la douleur. Donc, en gros, ces papiers-là nous révèlent qu'un traitement multimodal de physiothérapie mérite d'être considéré, voire implanté en clinique. Mais lorsqu'on pense à l'implantation, il faut faire appel à des personnes expertes et les personnes patientes en font partie. Et dans le cadre de mon projet de doctorat, nous avons interrogé les participantes à savoir quelles étaient leurs expériences et perspectives par rapport au traitement qu'elles ont reçu parce qu'on ne peut pas implanter une intervention alors qu'elle n'est pas jugée acceptable. Donc, qu'est-ce qui est intéressant lors de ces entrevues-là, c'est que les participantes ont décrit que les modalités de traitement, l'intensité, les qualités de la physiothérapeute et la manière dont les soins ont été prodigués étaient adéquats. Elles ont dit que les caractéristiques du traitement, en plus de leur attitude et croyances, ça a favorisé leur participation. Et évidemment, plus qu'elles participaient, plus qu'elles étaient compliantes au traitement, plus qu'elles observaient des effets significatifs. Les femmes ont exprimé qu'elles étaient très satisfaites du traitement en raison des caractéristiques du traitement et des effets qu'elles ont perçus. Donc, avec toutes ces informations-là que je viens de vous lancer, quels sont les messages clés à retenir? Eh bien, la douleur pelvienne chronique est complexe. Il y a de multiples facteurs à considérer et nous pouvons utiliser diverses techniques pour les évaluer et mieux comprendre leur contribution. Une approche holistique est une formule prometteuse pour comprendre l'ensemble de la problématique et agir. Et armée avec une meilleure compréhension des facteurs contribuants euh, et la capacité de les identifier, on pourra bien sûr mieux les cibler en clinique. Et un traitement multimodal de physiothérapie représente une option thérapeutique pertinente à considérer. Or, il y a encore du travail à faire.
Et dans la perspective de réussir dans la conceptualisation et l'implantation pour optimiser les impacts, il faut qu'on travaille ensemble, il faut travailler avec les personnes patientes et les personnes expertes de différentes disciplines. Et en Australie, je dois vous dire, c'est même devenu un critère, voire une obligation, une norme d'impliquer les personnes utilisatrices de connaissances dès la phase embryonnaire d'un projet de recherche. Les demandes de subvention, il y a un paragraphe spécifique, je ne sais pas s'il y a ça maintenant au Canada, mais un paragraphe spécifique pour vraiment décrire comment on implique ces personnes-là dans le processus de recherche. Donc, à présent, j'aimerais attirer votre attention sur des problématiques cliniques de douleurs pelviennes chroniques qui sont devenues centrales et importantes au cours des dernières années, tant au Canada que dans le monde. Les prochaines diapositives servent à présenter une proposition de recherche, d'une programmation de recherche. Elle découle non seulement de mes intérêts, mais des discussions que j'ai eues avec des équipes au CHUM. Je suis d'ailleurs très, 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 très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de m'entretenir avec ces personnes malgré leur emploi hyper, hyper chargé et le décollage horaire avec l'Australie. Vous pouvez comprendre que les personnes ont dû me rencontrer parfois même à l'extérieur de leurs heures de travail. Donc, j'apprécie beaucoup. Donc, on m'a partagé, entre autres, l'état des choses et des besoins. Et j'ai fait une revue de la littérature pour identifier les vides empiriques qui sont importants à combler pour informer les pratiques cliniques et améliorer les soins et services. Évidemment, ces propositions-là ne sont pas finales et les détails devront être discutés et confirmés avec les équipes concernées. Donc, le premier axe de recherche que j'aimerais proposer, ça sert à mieux comprendre, mieux évaluer et mieux traiter la douleur pelvienne chronique associée à des pathologies, maladies ou événements comme l'endométriose et les bandelettes sous-urétrales. Il se peut que le cancer soit une branche aussi, mais je suis bien consciente qu'on ne peut pas tout faire hein, dans les premières années lorsqu'on commence une nouvelle position au sein d'une université en tant que professeur. Donc, je peux comprendre qu'il va peut-être falloir limiter un peu mon Dieu, le scope, si je peux dire ça comme ça. Je serais heureuse, bien sûr, de discuter des possibilités et des meilleures stratégies avec vous pour savoir comment est-ce qu'on peut faire fonctionner le tout. Donc, brièvement, l'endométriose affecte 10% de la population mondiale et touche près d'1 million de personnes au Canada. C'est une problématique généralement associée à la douleur pelvienne chronique et ça entraîne des conséquences cognitives, comportementales, sexuelles et émotionnelles. Le diagnostic de l'endométriose est basé par la présence de tissus pseudo-endométriales et qui sont à l'extérieur de l'utérus visualisés par laparoscopie ou imagerie médicale. Lors de la laparoscopie, une intervention chirurgicale peut être réalisée pour retirer le tissu pseudo-endométrial. Mais il y a deux observations qui nous sonnent une cloche. En premier, les études de cohorte rapportent que la gravité des lésions et la gravité de la douleur ne sont pas corrélées et que la douleur peut même persister après la chirurgie. À ma connaissance, très peu d'études ont examiné les facteurs contributifs à la douleur pelvienne chez les personnes avec endométriose, notamment les muscles du plancher pelvien. Alors, on peut se demander à cette étape-ci quels sont les facteurs contributifs de la douleur pelvienne chronique en présence d'endométriose et quelles sont même les personnes plus à risque d'avoir de la douleur après la chirurgie. La réponse à ces questions est, vous pouvez constater, cruciale pour identifier des cibles thérapeutiques et pour identifier les personnes qui pourraient bénéficier d'une prise en charge plus tôt. Ensuite, les thérapies conservatrices, y compris les interventions en physiothérapie, sont mentionnées par plusieurs guides de pratique clinique et en Australie, c'est mentionné, alors que les données probantes sont quasi inexistantes. Et avec mes discussions avec les membres de l'équipe du OCHUM qui interagissent avec cette clientèle-là et aussi mes connaissances, il semble qu'un traitement multimodal de physiothérapie est à considérer et on devrait même le tester. Donc, ma proposition pour la branche endométriose, je proposerais une série d'études qui vont permettre de mieux comprendre les facteurs contributifs dans la douleur pelvienne chronique, y compris ceux associés à la musculature pelvienne, évaluer la faisabilité et l'acceptabilité d'un traitement multimodal de physiothérapie en vue d'un essai clinique randomisé à plus grande échelle,
une enquête et une étude qualitative auprès de personnes cliniciennes et patientes pourront être réalisées, que ce soit pour informer les études que je viens de proposer ou même pour mieux comprendre les besoins et les attentes de la clientèle en termes de soins et services. Parce qu'on peut comprendre, la physiothérapie, c'est seulement un soin ou un service, et il y a bien d'autres besoins à combler, que ce soit au niveau psychologique ou même au niveau de la nutrition, par exemple. Donc, j'ai eu l'opportunité de discuter avec professeur Elena Farley, qui est localisée en Australie à the University of Melbourne. Elle est physiothérapeute et la pionnière de la rééducation pelvio-périnéale en Australie, j'ose le dire. Et elle s'intéresse à l'endométriose depuis quelque temps et je l'ai contactée, on a discuté ensemble et il est même prévu qu'on travaille sur un projet au début 2025 qui pourrait peut-être même nous mettre sur des bonnes pistes. Ensuite, les bandelettes sous-urétrales sont utilisées pour lutter contre l'incontinence urinaire en dernier recours. Or, on sait des milliers de personnes au Canada souffrent de complications liées à la pose de bandelettes. La douleur pelvienne chronique figure parmi les complications les plus fréquentes. Or, elle demeure très peu comprise. Il n'y a quasiment aucune donnée sur les facteurs contributifs à la douleur lorsqu'on regarde la littérature. Et on sait qu'il y a un programme gouvernemental qui a été mis en place pour offrir des soins et services à cette population-là. Et il y a une opportunité inusitée avec le CHUM. Il y a un centre spécialisé qui prend en charge les personnes avec des complications liées à la pose de bandelettes. Et les interventions peuvent inclure le retrait complet ou partiel de la bandelette et même des visites en physiothérapie ou auprès de d'autres experts cliniciens. Les données probantes quant à l'efficacité d'un traitement de physiothérapie sont inexistantes à l'heure actuelle, à ma connaissance, lorsque j'ai regardé la littérature. Donc, pour cette branche, je propose une série d'études qui vont inclure le suivi d'une cohorte de personnes de sexe féminin ayant eu une pose de bandelette sous-urétrale, y compris celles qui ont subi une chirurgie pour les retirer, afin de mieux comprendre les mécanismes associés à l'apparition et aussi au maintien de la douleur pelvienne, afin d'informer les cibles thérapeutiques et aussi, dans un autre temps, tester un traitement multimodal de physiothérapie pour réduire la douleur. Évidemment, ces études-là s'inscrivent dans un objectif plus large qui est de développer et implémenter des stratégies pour la prise en charge efficace et multidisciplinaire de cette population-là. Et encore là, une étude ou une étude qualitative pourrait alors là nous informer des prochaines étapes. Le deuxième axe de recherche que je considère, c'est la poursuite de mes travaux actuels pour permettre de mieux comprendre, mieux évaluer et mieux traiter la douleur pelvienne chronique chez les hommes. Réaliser ultérieurement une étude pilote chez les hommes en lien avec la physiothérapie, c'est quelque chose qui est à considérer parce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde les données probantes disponibles, elles sont peu nombreuses et la qualité des études est très basse. Et on pourrait devenir un chef de file en ce qui a trait à la réadaptation et la santé des hommes, puisque c'est un champ de recherche qui est très, très, très peu étudié. Et j'aimerais terminer en disant quelques mots sur l'activité physique et l'exercice. Moi qui est une personne très active, mais ce n'est pas seulement à cause de ça que je vais en parler. Il y a un engouement, un intérêt à utiliser cette modalité-là pour le traitement de la douleur pelvienne chronique. Il commence à y avoir des données qui soutiennent son rôle, mais la qualité des études est restreinte. Et évidemment, l'activité physique ou l'exercice peut prendre plusieurs formes, on le sait très bien, et ces formes-là peuvent ne pas être comparables. Moi, je me questionne en ce moment, est-ce que l'activité physique ou l'exercice peut vraiment faire une différence? Et si oui, de quelle manière? Quels sont les mécanismes? Et quelle activité physique ou exercice devrait être priorisée? Et surtout, est-ce que c'est sécuritaire de les pratiquer? Il commence à y avoir des études qui démontrent que certaines activités comme le soulèvement de charges répétées ou la course, ça peut influencer le plancher pelvien. Mais on ignore si ces exercices-là, si c'est pratiqué à plus long terme ou que ce soit même chez des personnes spécifiques, ça les prédispose à avoir des problématiques pelvipérinéales plus tard. Donc, en continuité avec les travaux réalisés, moi, je crois que la réalisation d'études mécanistiques serait pertinente pour comprendre les effets physiques de l'activité physique ou l'exercice chez une population sans douleur, mais aussi avec douleur pour aller voir comment est-ce que l'activité physique peut être utilisée comme moyen thérapeutique. Donc, ma présentation, vous pouvez comprendre, n'a pas pu couvrir le rôle de d'autres interventions, mais j'espère que ça a pu vous donner un avant-goût des possibilités pour les prochaines années.
Donc, j'aimerais terminer en disant merci aux organismes subventionnaires qui m'ont soutenue depuis le début de mon engagement en recherche. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à ma formation. Merci aux collègues et amis pour leur soutien, la richesse qu'ils m'apportent. Et je vous remercie pour votre attention.